Olivier Blesse, on va changer un petit peu de décor complètement, même puisque vous allez nous emmener en Chine. Dans cette Chine d'aujourd'hui, cette Chine capitaliste, nous allons faire la connaissance d'une famille dont le père c'est Wei. Ils habitent vraiment au milieu d'usines et d'entrepôts désaffectés, dans une vie assez chichement. Et Wei a un projet, il veut absolument racheter la maison de famille dont ils sont locataires. Il y a un arbre qui protège tout ce petit monde, c'est ce fameux Suma qui aura son importance, on le découvrira au fil des pages. Il va réussir à acheter la maison de famille, mais c'est alors qu'on va découvrir qu'il y a dans le sous-sol de la propriété et tout autour un minerai fort important. Et là, bien sûr, les autorités vont vouloir creuser pour exploiter ce minerai. Et la maison de Wei et de sa famille va devenir ce que l'on appelle une fameuse maison clou. Vous voyez tout à fait ce que c'est. Ce sont ces maisons qui sont posées comme ça sur un socle de terre. On a vu parfois passer des clichés assez surprenants. Et je sais que ça a été finalement le point de départ de votre roman. C'est en voyant cette image, cette photo d'une maison clou que vous avez eu envie de nous raconter la famille de Wei. Oui, en effet, le point de départ, ce sont peut-on dire, des images chocs, des images qui, quelque part, sont d'un exotisme total pour nous, parce qu'on n'a pas vraiment l'équivalent. On a des situations approchantes, mais rien qui soit exactement la même chose. Donc des maisons qui sont posées, par exemple, au beau milieu d'une autoroute ouverte, avec des voitures en circulation, 8 voies et 4 voies qui contournent une maison, 4 voies de l'autre côté qui contournent la même, et des gens qui continuent de vivre au milieu dans cette maison-là, tout simplement parce qu'ils ont refusé d'être expropriés, ils ont voulu rester chez eux, ils se sont opposés aux tentatives pour les faire sortir. Il y a des clichés comme ça, d'autres clichés où on voit, par exemple, une maison plantée comme un clou, d'où l'expression, au milieu d'une vaste excavation, parce qu'on est en train de construire un gratte-ciel qui va permettre à des dizaines ou des centaines de bureaux de s'installer. Mais pareil, une petite maison d'irréductibles petits Chinois sont au milieu et ne veulent pas bouger. Donc c'est parti de là, de ces images insolites. De plus en plus, je m'étonne sur ce mutisme des animaux, des plantes autour de nous. À savoir, on est environné de nature, mais c'est une nature qui est de plus en plus taillée, conditionnée, arrangée, dont les perspectives sont faites pour plaire à notre regard. Donc, quel est encore son degré d'authenticité? Mais elle subsiste. Et de la même façon, dans ce roman-là, il subsiste un arbre qui est le dernier du quartier, qui à un moment a assuré la prospérité d'une famille, puisqu'il produisait une laque, qui a fait sinon la fortune du nom l'aisance de plusieurs générations. Mais aujourd'hui, il est tout seul. Il est tout seul au milieu d'usines, d'entrepôts laissés à l'abandon, le tout nervuré de lignes de chemin de fer. Et pour moi, cet arbre, c'est à la fois une énigme et le signe d'une présence passée, mais d'une présence qui se maintient. Puisque ce qu'explique le personnage à plusieurs reprises, l'un des personnages, c'est que cet arbre, plusieurs fois, il a été menacé, on a voulu l'abattre, on a voulu le brûler, on a considéré qu'il portait des parasites, et donc le service des espaces verts de cette ville, Shenyang, au nord-est de la Chine, ont voulu le réduire en petits bois, mais il a toujours résisté. Et c'est aussi le signe de cette permanence, de cette famille qui n'a pas de biens, qui n'a finalement que pour elle, que l'amour qui les unit. De façon générale, sur la vingtaine de livres que j'ai publiés aujourd'hui, qui s'inscrivent vraiment dans tous les genres, donc des romans historiques, des romans contemporains, mais aussi de la science-fiction, j'écris même un livret d'opéra en ce moment, la distance au réel est permanente. C'est soit une distance dans le temps, donc l'évocation et la restitution que je souhaite la plus précise et parlante possible d'époques passées, une distance dans l'espace, puisqu'en effet, vous le soulignez, nombre de mes récits ont pour cadre des pays étrangers. Il y a eu le Brésil, le Pays-Bas, la Russie, Concerto pour la main morte, aujourd'hui la Chine, peut-être bientôt le Mexique, enfin, etc. J'ai besoin de voyager et j'ai surtout besoin de prendre une distance avec le monde d'aujourd'hui et maintenant. Si vous me demandiez d'écrire un récit sur ce qui se passe aujourd'hui, Paris, je ne connais même pas la date, je n'ai pas un sentiment très grand de l'actualité, je crois qu'on est en juin, bon. Jusque-là, c'est pas mal, oui. C'est vrai. J'aurais vraiment du mal. Je ne sais pas parler de l'ici maintenant, d'autres, c'est leur spécialité, ils le font très bien, mais j'ai aucune éloquence dans ce registre-là. J'ai besoin de cette tension avec le réel, avec l'actualité, où à mon avis se loge l'imaginaire. L'écriture poétique, elle m'est plutôt naturelle. C'est le lexique où j'évolue depuis toujours. C'est vrai que j'ai un rapport à l'imaginaire, au conte, à la fable, à l'épopée même, qui est assez naturel. Ça ont été mes lectures plus jeunes et ça continue d'être mes écrits aujourd'hui.
Donc ça ne m'a pas demandé énormément de travail. De façon générale, je me méfie du travail. Je ne me méfie pas de l'élaboration, mais je me méfie du travail au sens, si je reste 5 heures, 6 heures sur une page, c'est que quelque chose ne va pas. Et je crois à une parfaite symétrie de l'expérience de l'auteur et du lecteur. Si je m'amuse, si je prends du plaisir, il y a de très bonnes chances que ça soit la même chose pour le lecteur.